Alors bien sûr, les guerres du Congo, comme un peu toutes les guerres, sont le fait d'enjeux géopolitiques. En l'occurrence, quand on parlait de cette première guerre mondiale africaine, le mondial caractérisait une séquence en particulier de toute cette série de conflits qui fait rage à l'Est depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire depuis 96, qui était une petite séquence qui s'est déroulée entre 98 et 2002, qu'on a appelé aussi la deuxième guerre du Congo, et qui était un moment particulier parce qu'on a vu les armées de 7 pays s'affronter sur le sol congolais. Alors c'était une parenthèse hein, dans la longue histoire des conflits de l'Est, puisque depuis il y a bien moins de belligérants. Mais à l'époque, il y en avait 7 parce que en fait, le Congo avait fait appel à des pays alliés qui étaient la Namibie, l'Angola et le Zimbabwe pour combattre ce qu'ils percevaient comme une invasion étrangère qui était l'arrivée de troupes rwandaises et ougandaises sur son sol à l'Est. Puis alors, il y a aussi le Tchad qui a été impliqué très très brièvement pendant cette guerre-là. Donc ça, c'est ce pourquoi on a appelé cette guerre la première guerre mondiale africaine. En réalité, mondiale, c'était un terme un petit peu exagéré, mais à l'époque, je pense que cette qualification venait aussi de l'envie d'observateurs internationaux d'attirer l'attention sur cette guerre qui a quand même jamais apporté beaucoup d'attention médiatique. Donc je pense que c'est pour ça que ce terme a été employé à l'origine. C'est un conflit qui a varié de forme. Hein. Ensuite, c'est redevenu quelque chose de plus classique avec des groupes armés qui se sont constitués à l'Est sous la forme de groupes insurrectionnels qui avaient envie d'aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Alors de temps en temps, ils ont été soutenus, et ça, les rapports des groupes d'experts des Nations Unies notamment l'ont montré, ont été soutenus par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Mais voilà, ça c'était pour cette petite séquence-là. Après, sur la question générale de savoir si les enjeux internationaux expliquent les conflits de l'Est du Congo, bien sûr, comme dans toutes les guerres. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre aussi, c'est qu'il ne faudrait pas mettre d'un côté grands enjeux internationaux, géopolitiques, qu'on verrait comme quelque chose d'un peu abstrait et de supérieur, et petite motivation individuelle, parce qu'en réalité, l'international, c'est aussi de l'humain. Un exemple qui, je pense, le montre assez bien, c'est la question des alliances. J'ai essayé de travailler pendant un moment sur les alliances entre groupes armés de l'Est, parce que là-bas, il y a des groupes dits d'autodéfense, les groupes Mai Mai, dont beaucoup d'observateurs ont du mal à comprendre pourquoi ils s'allient une semaine avec tel groupe, une autre avec tel groupe étranger. J'ai essayé de le comprendre. Et en faisant cela, je me suis aperçue qu'il y avait des combattants, notamment des combattants burundais, qui n'étaient pas des combattants congolais, mais qui se sont retrouvés pris dans le conflit congolais presque par hasard. Je m'explique, j'ai rencontré des combattants burundais dont je savais qu'ils avaient combattu à l'est du Congo avec des Mai Mai à la fin des années 90, et je leur ai dit, alors voilà, vous aviez mis en place une alliance entre vous, entre vos deux groupes. Donc je raisonnais un peu géopolitique. Et ils m'ont expliqué, ah, mais en fait pas du tout, on était engagés dans notre propre guerre civile, on avait simplement mis des hôpitaux, une radio et d'autres éléments de nos bases arrières côté congolais pour être protégés. Et il se trouve que quand la guerre s'est déclenchée au Congo, on était là-bas, on était dans nos hôpitaux pour rendre visite à nos blessés. Et en fait, pour des questions tout simplement de logistique, on n'a pas pu rentrer chez nous, on n'a pas pu retraverser le lac Tanganyika pour aller au Burundi. Et du coup, on s'est retrouvés engagés dans cette guerre, on s'est battu aux côtés des Mai Mai parce qu'on était assez proches d'eux idéologiquement, etc. Mais on comptait pas du tout s'engager dans cette guerre. Donc ça, c'est quelque chose qu'a priori on pourrait considérer comme un facteur géopolitique, une alliance stratégique et tout ça entre combattants burundais et congolais. En réalité, il y a aussi une part d'humain, quoi. Effectivement, je parle aussi de clichés médiatiques dans mon livre parce que je pense qu'il y a des éléments d'explication qui nous viennent assez spontanément quand on parle du Congo, mais qui, à l'examen, sont un peu trop monocausaux, sont un peu trop simplistes. Par exemple, la question des minerais, qui est souvent considérée comme le déclencheur du conflit, alors qu'à mon avis, si on regarde bien, c'est plutôt un facteur de perpétuation du conflit. Alors la question des motivations individuelles, en fait c'est des choses qui peuvent paraître, vous allez voir, je vais vous décliner les différentes, c'est des choses qui peuvent paraître presque banales, mais quand on regarde les comptes rendus qui sont parfois faits du conflit au Congo, où on parle plutôt de violence aveugle et tout ça, c'est pas forcément visiblement ce qui est retenu le plus souvent par les journalistes par exemple pour expliquer ce qui se passe là-bas. Mais moi l'impression que j'ai eue, c'est que la toute première motivation de ces combattants, c'est le besoin de sécurité, tout simplement parce que c'est un pays immense. Entre Kinshasa, la capitale, et l'Est, où se sont déroulés la plupart de ces conflits, il y a 1300 km à vol d'oiseau, c'est l'équivalent de la distance entre Paris et la Biélorussie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le territoire congolais et l'État congolais a par année le budget pour administrer son territoire et à peu près le budget de la ville de Paris.
Ça veut dire que c'est quasiment impossible d'avoir une armée ou une police efficace jusque dans les moindres recoins de l'Est du Congo. Et donc les gens, quand ils prennent les armes, le plus souvent, c'est parce que, comme dans bon nombre de pays, dans bon nombre de sociétés, il y a des conflits liés aux terres, des conflits liés à des héritages, sauf qu'ils ne peuvent pas être résolus de manière simple en ayant recours à la police ou à la justice. C'est pareil, les tribunaux sont souvent à des journées de marche de là où se trouvent les villages, donc les gens se font la plupart du temps justice eux-mêmes, assurent leur propre sécurité, parce que bien sûr, dans un contexte d'extrême pauvreté, il y a des groupes armés qui vont piller, voler, qui vont essayer de prendre le dessus sur leurs voisins pour se faire un peu d'argent. Les gens essaient d'assurer leur propre sécurité en prenant les armes à leur tour. C'est accentué par le fait que les armes ne sont pas du tout chères là-bas, étant donné l'historique des guerres dans la région, notamment toutes les armes qui étaient au Rwanda à la période du génocide, les armes ensuite achetées par le régime de Mobutu. Voilà, elles circulent aujourd'hui et elles sont très peu chères, de l'ordre de quelques dizaines de dollars. Je crois qu'un lance-roquette, aux dernières nouvelles, s'échangeait à peu près à $150, ça doit faire à peu près 120-130 euros. Donc voilà, c'est d'autant plus simple pour les gens de se constituer en petite patrouille d'autodéfense locale dans un premier temps. Et puis ensuite, au fur et à mesure des frictions, des affrontements avec d'autres groupes d'autodéfense, les groupes montent en puissance, s'autonomisent, deviennent moins des instruments de protection des civils que finalement des groupes qui vivent pour eux-mêmes, pour s'entretenir, pour donner de l'argent aux gens qui se sont engagés en leur sein. Voilà. Après, il y a bien sûr, sur un conflit aussi long, 20 ans c'est très très long, il y a des logiques de vengeance qui viennent jouer. C'est pareil, ça peut paraître évident, mais c'est extrêmement important de se souvenir que la plupart des gens qui se battent aujourd'hui ont vu soit leur père, soit leur frère mourir avant sous les balles, ont probablement vu leur village attaqué quand ils étaient jeunes par des groupes armés avec des exactions souvent terribles. Ça, une envie de vengeance, c'est aussi malheureusement un moteur pour s'engager dans un groupe armé. On pourrait en décliner d'autres, peut-être le dernier qui est intéressant parce qu'il est propre au Congo et en même temps on le retrouve, je pense, dans d'autres pays voisins comme le Tchad ou la Centrafrique. C'est la question de l'intégration dans une grande armée nationale et des frustrations que ça a générées. C'est-à-dire que pour mettre fin à cette guerre, on a proposé à partir du début des années 2000 aux anciens combattants irréguliers d'intégrer une grande armée nationale où tous les anciens rebelles entre guillemets seraient mélangés, à qui on offrirait des postes et qui deviendraient donc des soldats de la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Notamment parce qu'il y a eu des frustrations entre anciens combattants qui avaient rejoint l'armée. Vous aviez aussi bien donc, par exemple des Maïmaï que leurs anciens ennemis, par exemple d'un groupe que les Maïmaï ont combattu dans les années 90, par exemple le RCD. Tous ces gens-là donc, se sont retrouvés dans une nouvelle armée tous ensemble. D'abord, il y a d'anciennes lignes de commandement qui ont persisté. C'est très difficile de couper les liens d'un ancien subalterne avec son ancien chef. Donc il y a eu des gens qui ne respectaient pas les ordres et qui ont réussi à recréer de petits systèmes clientélistes au sein de cette armée nationale. Et puis ensuite, il y a beaucoup de groupes Maïmaï qui ont estimé que leurs anciens ennemis avaient été favorisés au sein de cette armée nationale. Alors, parfois, ils ont vu une sorte de complot mis en place par le Rwanda, parce que le Rwanda est un des principaux sponsors de leurs ennemis d'avant. En réalité, c'est souvent dû à des questions sociales aussi simples que la question du taux d'alphabétisation. Bon nombre d'anciens Maïmaï sont des gens des campagnes, ils n'ont pas énormément étudié. Dans une armée régulière, on ne pouvait pas les faire devenir colonels s'ils ne savaient pas lire et écrire. Souvent, ce n'était pas forcément le cas de leurs ennemis d'avant qui avaient plutôt étudié, étaient plutôt soit des gens des villes, soit des gens des pays voisins qui avaient pu étudier ailleurs. Donc il y a eu des frustrations, il y a eu l'impression qu'au sein de cette nouvelle armée, on n'était pas récompensé, alors que les Maïmaï estiment que quand même, ils ont protégé leur pays, c'est des patriotes, ils avaient à être rémunérés pour ça. Ils ont estimé qu'ils avaient non seulement pas les grades qui allaient avec leur statut, c'est-à-dire le grade de colonel, de général, mais aussi qu'on ne leur donnait pas les fonctions qu'ils souhaitaient. Donc la fonction, c'est là où le grade est un peu le côté symbolique de la chose, la fonction, c'est là où on les met en poste très concrètement, et ça détermine de manière très forte leur revenu au sein de cette nouvelle armée. Une bonne fonction, c'est par exemple être commandant au niveau d'un carré minier, parce que vous allez pouvoir taxer les creuseurs, ou bien être commandant au niveau d'un grand port de pêche, vous allez pouvoir taxer les pêcheurs, parce que bien sûr c'est une armée où les gens se payent sur la bête, entre guillemets, sur les civils. Souvent, un certain nombre de groupes ont estimé qu'ils n'avaient pas de bonne fonction au sein de l'armée,
Et ça les a conduits le plus souvent à retourner au maquis, à redevenir des combattants irréguliers, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas considérés à leur juste valeur. Donc ils sont repartis, et là le but quand ils retournent à ce moment-là dans la brousse, c'est d'essayer de récupérer encore un maximum d'hommes autour d'eux pour se retrouver en position de force quand ils auront à négocier à nouveau avec le gouvernement congolais un accord de paix pour retourner dans l'armée et dire cette fois oui, mais vous avez vu quand même, moi j'avais 500 hommes avec moi, je vaux bien le grade de général. Alors c'est vrai que garder chiffres, ça recouvre plusieurs choses. En fait, ça recouvre d'abord, je pense, des mécanismes assez classiques dans des guerres qui sont l'envie pour les groupes armés de se montrer plus forts qu'ils ne le sont. Donc guerre des chiffres, d'abord, c'est une guerre des effectifs, en fait, des effectifs revendiqués par certains groupes irréguliers. Et donc j'en parlais sur la question des négociations et de comment certains combattants, certains commandants retournaient en rébellion, essayer de s'entourer d'un maximum de gens pour pouvoir dire aux autorités congolaises regardez, je suis quelqu'un d'important, il faut me donner un bon grade dans cette armée. Ça c'est un premier aspect, c'est l'aspect montrer les muscles et donc faire valoir le nombre de combattants qu'on a autour de soi. Ça veut dire parfois mentir éhontément sur ses forces, donc se présenter à des négociations de paix avec le gouvernement congolais en assurant qu'on a 1000 personnes derrière soi au village, et si jamais par hasard les gens du gouvernement veulent venir vérifier, c'est toujours possible de mobiliser quelques paysans qui traînent par là, de leur mettre une arme entre les mains et de dire voilà mes hommes. Donc ça c'est une première garde, je pense, des chiffres et de l'information. Un autre aspect qui est proche, c'est parfois faire un peu des coups, dans le sens faire un peu d'esbrouf. Il y a pas mal de commandants qui ont des forces militaires assez faibles sur le terrain, parce que les groupes sont très très éclatés aujourd'hui, les groupes armés qui opèrent à l'Est, il y en aurait entre 50 et 70, c'est qu'ils n'ont pas d'énormes effectifs et d'énormes moyens militaires, sinon ils seraient bien moins nombreux et ils auraient plus de territoire. Mais ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils, par exemple, ils vont prendre une ville ou un village pendant quelques jours. Ils vont concentrer tous leurs moyens militaires pour aller prendre un village et dire, en faire une démonstration de force, quoi. Dire voilà, nous on a les moyens de vraiment mettre sous cloche un village pendant plusieurs jours. C'est bien la preuve qu'on a des moyens. C'est bien la preuve que quand on va négocier avec vous pour entrer dans l'armée, il faudra une nouvelle fois nous donner de bons grades et de bonnes fonctions. Donc ça, c'est une guerre de l'information dans un certain sens. Après, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est quelque chose peut-être de moins étudié et de moins évident quand on se questionne sur les conflits. C'est aussi la manière dont certains acteurs humanitaires, par exemple, sont amenés à jouer avec les chiffres, en quelque sorte. Tout simplement parce qu'ils ont besoin, eux, par rapport à des bailleurs de fonds internationaux, ils ont besoin de rappeler à quel point ce conflit est terrible et grave. C'est vrai, c'est un conflit qui dure depuis 20 ans, qui a des conséquences sanitaires terribles. L'espérance de vie au Congo se rapproche autour de 50 ans, en France elle est autour de 80 ans, donc il n'y a pas besoin non plus de faire de très grandes démonstrations pour comprendre la situation là-bas. Mais les humanitaires face à des bailleurs de fonds ont besoin de donner des chiffres, et notamment des chiffres sur le nombre de morts. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'établir le nombre de morts causés par un conflit de 20 ans, ça veut dire faire des enquêtes, on appelle ça des enquêtes de mortalité rétrospective, c'est des enquêtes avec une méthodologie assez particulière qui consiste à aller interroger des familles en leur disant voilà, ces 6 derniers mois, cette dernière année, combien de personnes sont mortes. Sauf que dans un contexte de guerre, le plus souvent, les gens ne sauront pas faire la différence entre des gens qui sont morts et des gens qui ont disparu, des gens qui se sont réfugiés dans d'autres pays dont on n'a pas de nouvelles. Donc ça pose des problèmes méthodologiques. Malheureusement, les humanitaires sont parfois amenés à avoir l'air plus sûrs qu'ils ne le sont de ces chiffres, parce que on leur demande, ils sont morts, d'accord, les gens souffrent, d'accord, mais combien ils sont? Et ça, c'est ce que m'a raconté un autre de MSF, qui n'est pas Ronnie Broman, mais qui est Jean-Hervé Bradol, qui est un ancien directeur de MSF qui a travaillé beaucoup dans la région des Grands Lacs à la fin des années 90, à qui je demandais, mais par exemple, ce chiffre de 7 millions de morts qui circule beaucoup sur le Congo, pourquoi le donner alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de réserves méthodologiques? Et il me disait, mais ce genre de chiffres, on les donne parce que quand on essaie de sensibiliser les gens à cette question, en particulier les diplomates, les bailleurs de fonds internationaux, on nous dit oui, ils souffrent, mais combien ils sont? Donc ça, c'est voilà, un autre aspect de, si on peut dire, cette guerre des chiffres, même si bien sûr il ne faut pas rapprocher ça trop hâtivement des stratégies des groupes armés, parce que pour les humanitaires, je pense que c'est moins une stratégie élaborée qu'une nécessité.
J'ai l'habitude de dire que je suis journaliste, hein. Je ne suis pas diplomate, je ne travaille pas pour le ministère des Affaires étrangères, je ne suis pas une émissaire de l'Union africaine chargée de la résolution de ces conflits. Moi, j'ai considéré que dans un premier temps, essayer de bien le décrire, de décrire ces dynamiques de manière juste, au-delà des clichés parfois qu'on peut lire, c'est une première voie vers la résolution, même si ce n'est qu'un petit pas. Après, ce que le terrain nous apprend, c'est aussi ce qui n'a pas marché comme tentative de résolution du conflit, et en particulier les effets de certains accords de paix qui ont été conclus au début des années 2000, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, des effets qui étaient en fait d'une certaine manière de réinciter des gens à prendre les armes, parce que il y a des récompenses à cela. C'est en tout cas ce que comprennent certains combattants au Congo. Parce que comme il y a eu des accords de paix où finalement on prenait les gens, tous les rebelles qui étaient actifs, et qu'on leur disait voilà, venez vous mettre autour d'une table, vous allez avoir soit des postes en tant que fonctionnaire, soit des grades dans l'armée, il y a un certain nombre de jeunes gens qui ont grandi en voyant cette guerre, qui ont grandi en voyant leur père combattre, puis être d'une certaine manière récompensés de leurs années passées à combattre, qui se sont dit, dans un pays où il y a très peu de perspectives professionnelles, où il faut avoir un petit peu étudié pour se faire embaucher, par exemple, dans le secteur des ONG, moi, je vais tenter le coup aussi, et je vais prendre les armes, alors souvent de manière moins violente, parce que les gens ont compris que parfois il suffisait juste d'être avec quelques armes et de faire quelques coups d'éclat, encore une fois, pour être appelé ensuite à la table des négociations. Mais voilà, c'était en fait à l'origine des accords dits de paix qui avaient été conclus, mais qui ont conduit paradoxalement à reproduire ce conflit. C'est ça aussi que peut nous apprendre le terrain.